Qu'est-ce que la dignité? Dans la droite lignée de Kant, certains admettent qu'il y a des choses que nous ne devons pas faire, même si nous y consentons. Pourquoi? Parce que ce serait contraire à la dignité humaine. Dans les fondements de la métaphysique des mœurs, Kant distingue les choses matérielles qui ont un prix et les personnes qui ont de la dignité. Et il oppose ainsi la dignité de la personne humaine, valeur incomparable, inconditionnelle et intangible, à la valeur fluctuante et relative attribuée aux objets matériels. Les personnes n'ont pas de prix, elles ne peuvent être utilisées comme des objets ou comme de simples moyens, elles doivent être considérées et respectées comme des fins en soi. L'humanité que je porte en moi, que nous portons tous, est ainsi une valeur absolue et inviolable, y compris par soi. Ainsi se formule le devoir moral, selon Kant: agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin et jamais simplement comme un moyen. Au nom de cet impératif catégorique, Kant condamne aussi bien le suicide, la masturbation, que les relations sexuelles hors mariage, mais aussi le meurtre ou l'esclavage. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et de la découverte des horreurs perpétrées dans les camps de concentration, la dignité est posée dans le préambule et l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme de 1948 comme la valeur principielle de toutes les autres valeurs, un droit naturel, inaliénable et originel, dont découlent tous les autres. Tous les êtres humains, je cite l'article, naissent libres et égaux en dignité et en droit. Et depuis, on ne cesse de la mobiliser dans des sujets aussi variés que le traitement des personnes détenues, la gestation pour autrui, la prostitution, le sadomasochisme ou encore l'interdiction de certaines publicités, comme certaines publicités Benetton par exemple. Très récemment, aux États-Unis, un membre du Conseil bioéthique américain a condamné au nom de la dignité humaine la chirurgie esthétique, le changement de sexe et puis les grossesses tardives. Et elle est réapparue en France, c'est assez étonnant, il y a quelques semaines, dans la bouche du ministre Éric Besson, qui a comparé le port de la burqa au lancer de nain. Je le cite. « Vous ne pouvez pas aliéner votre dignité, dit-il, même volontairement. Ces nains, dans des boîtes de nuit qui étaient lancées dans des filets, ils étaient volontaires, ils gagnaient de l'argent, et qu'a dit la République française? Le lancer de nain est intolérable. » Or, le premier problème de cette mobilisation de cette valeur dans l'éthique et le droit est celui de sa définition. Quel sens accorder à cette dignité humaine? Est-ce qu'elle est une valeur absolue et inviolable par quiconque, y compris par soi-même, limitant donc non seulement la liberté d'autrui à mon égard, mais aussi, et c'est plus problématique, la libre disposition de soi? C'est la position du Conseil d'État. Le consentement de Manuel Wackenheim ne change absolument rien face, je cite, à cette considération supérieure qu'est la dignité humaine. Ou est-ce que ma dignité n'est-elle pas au contraire ma liberté, qui s'accompagne bien entendu d'un certain nombre de devoirs envers les autres, mais qui suppose aussi un certain nombre de droits, comme le droit de vote, le droit au logement ou encore le droit d'avoir un emploi? C'est la position de Manuel Wackenheim. L'interdiction d'exercer son travail représente, je le cite, une atteinte à sa dignité, et il soutient la dignité est de trouver un emploi. Alors l'argument de la dignité est utilisé aussi bien, mais dans des sens différents, divergents, par le Conseil d'État que par Manuel Wackenheim, et vous retrouvez cette divergence de sens, en particulier dans les débats sur l'euthanasie. Alors admettons ce premier problème résolu, et suivons le raisonnement du Conseil d'État. En quoi le lancer de nain porterait-il atteinte à la dignité? Et de qui exactement? Et vous allez voir, la réponse est loin d'être claire. Et il me semble qu'il y a 4 arguments qui apparaissent plus ou moins explicitement. Un homme ne peut se réduire au statut de simple projectile, même s'il est consentant. Tel est le premier argument. Son activité est jugée alors comme dégradante et indigne. Mais peut-on exclure, et de manière aussi rapide, la présence du consentement? Un homme qui se fait volontairement lancer par un autre homme perd-il sa dignité? Cela ne me semble pas évident. Dans la mesure où une telle activité est délibérée et volontaire, en quel sens suis-je seulement un moyen et non pas toujours en même temps une fin? Ne puis-je pas considérer que dans toutes les formes de servitude volontaire, je suis en même temps le moyen et la fin de mon action, et que par conséquent je conserve ma dignité, c'est-à-dire ici mon autonomie? La personne projetée ne se réduit pas au statut de simple projectile, elle demeure pour elle-même une personne, on va le voir, c'est peut-être pas le cas pour l'autre, c'est ça le problème, et à tout moment, en tout cas, elle peut dire non. Bon, sauf que, juste quand elle vient d'être lancée, elle peut plus dire non. Bon. Elle peut dire non à un second lancé. Bon.
Le second argument est lié au handicap de Manuel Wackenheim et fait alors de la dignité non plus une valeur universaliste, mais une valeur liée à une particularité physique et à une communauté. Le lancer de nain porterait atteinte à la dignité de la personne handicapée. Or, il me semble qu'on fait ici alors un usage contradictoire de la notion de dignité. La dignité en tant que valeur absolue n'est pas liée à une quelconque particularité, qu'elle soit sociale, ethnique ou physique. C'est là l'un des apports de Kant. Considérer que Manuel Wackenheim porte atteinte à sa dignité de nain, ce n'est pas le considérer en tant qu'homme, mais en tant qu'handicapé, et particulariser, en raison de son handicap, ses droits et sa dignité. Les motifs du Conseil d'État admettent ainsi, je cite, que la question de l'indignité d'une activité consistant à lancer des personnes de taille normale se poserait dans des termes très différents. On le voit, ce qui choque les juges dans cette affaire, c'est que cela soit un nain qui soit lancé. Cachez ce nain que je ne saurais voir. Quand Manuel Wackenheim accuse ainsi l'État de discrimination, Manuel Wackenheim accuse l'État et le Conseil d'État de discrimination, la réponse du Comité des Nations Unies est que cette interdiction, je cite, ne s'applique qu'aux personnes atteintes de nanisme, car elles sont seules susceptibles d'être concernées par l'activité interdite. Autrement dit, c'est une objectivité, on ne pourrait pas lancer autre chose qu'un nain. Bon. Mais vous voyez bien que si la condamnation de l'État n'est pas discriminante, en quoi le lancer de nain, pour ces mêmes raisons, pourrait-il l'être ? Doit-on interdire de stigmatiser de la même manière les hommes et les femmes de très grande taille dans les compétitions de basketball ? Troisième argument, lié au second, consiste à invoquer une soi-disant communauté, je cite, des personnes de petite taille, à laquelle Manuel Wackenheim appartiendrait et porte même, je cite, préjudice. D'abord, l'usage du terme communauté me paraît totalement douteux. C'est confondre une communauté et une association. Est-ce qu'un handicap physique est un critère communautaire ? Les conclusions du Conseil d'État font ensuite référence aux, je cite, réactions des nains. Certains, dans la médiatique Mimimati, se sont dit offusqués, choqués par l'existence de tels spectacles. Or, faut-il réprouver moralement une pratique, et même l'interdire, en raison des vifs sentiments qu'elle peut provoquer chez les autres ? D'une part, le simple sentiment ne peut fonder ni la morale ni le droit. Si on devait interdire tout ce que nous ressentons comme des mots, eh bien la liste serait interminable, et surtout elle serait essentiellement subjective et arbitraire. D'autre part, peut-on parler de préjudice concernant un sentiment provoqué involontairement chez un tiers qui n'est pas directement concerné par mon action ? Certes, si Manuel Wackenheim s'était fait lancer dans l'intention de faire souffrir Mimimati, cela serait condamnable moralement. Mais vous êtes bien d'accord que la souffrance occasionnée chez les personnes de petite taille, et en particulier chez Mimimati, fait partie de ce qu'on appelle les dommages indirects ou collatéraux, que certains d'ailleurs ressentent devant l'homosexualité affichée, la nudité aux abords des plages, le port du foulard, etc. Mais ce ne sont pas des préjudices. Nier cette différence, condamner moralement et juridiquement des actions au nom de leurs seules conséquences indirectes, il me semble que c'est ouvrir la porte à ce que John Stuart Mill appelait la police morale, et que cela mettrait en danger nos démocraties.